Toile étoile, émission cinéma de Béatrice Malige. Toile étoile du 7 avril 2021, nous sommes avec Pierre-Jean et je vous parle aujourd'hui d'un film vraiment formidable qui est passé sur Arte, j'espère que vous l'avez vu. Sinon, vous devriez pouvoir encore le voir et ce serait dommage que vous ne le voyiez pas. J'arrive bien à conjuguer le mot voir, hein, tu as remarqué, avec beaucoup de dextérité. Et donc, écoutez, on va en parler simplement en attendant. Toujours un peu de musique, ça me paraît pas mal. Et là, nous allons entendre une nouvelle chanteuse, enfin pour ma part, que je ne connaissais pas, c'est Pierre-Jean qui nous l'a fait connaître. C'est Mar Villaseca et elle chante Cry, tout simplement. Allons-y. Cry, even if I'm around. Don't contain all the pain, let the feelings away. But cry if your soul is alone. Unfortunately weak, it's so easy to see. Yes, it is lonely, sad and hazy, and still he's the about me. Baby, cry. It's not healthy to hide your emotions and needs, all your problems with me. Please cry. Don't repress all your tears. You'll become like the sea. Take a chance and be free. Yes, it is lonely, sad. Voilà, c'était donc Mar Villaseca qui chantait Cry. Mais moi, je la soupçonne d'être aussi au piano, mais nous n'en savons rien. Donc voilà, il faudra acheter le CD, ou en tout cas l'écouter, ou entendre parler d'elle pour le savoir plus précisément. Et nous, aujourd'hui, nous parlons du train de John Frankenheimer. Voilà, quand on aime le cinéma, il faut voir des films comme cela, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Alors, c'est un réalisateur, John Frankenheimer, assez peu connu en France. Enfin, si, on connaît, je crois que c'était L'Évadé d'Alcatraz. Enfin, bon, vous voyez, des gros trucs comme ça. Mais en revanche, aux États-Unis, il était très connu parce qu'il a fait beaucoup d'excellents films, mais télévisuels, voilà. Il faut savoir que Le Train, c'est un film qui devait être tourné par Arthur Penn, mais le personnage principal, joué par Burt Lancaster, il se trouve que le comédien Burt Lancaster, cette espèce de colosse comme ça, c'est pas du tout entendu avec Arthur Penn, et comme il avait tendance à prendre les choses en main, eh bien, il a imposé, on peut dire d'une certaine façon, John Frankenheimer, avec lequel il avait déjà tourné, et donc c'est John Frankenheimer qui a réalisé ce film en 1964. Franchement, pour moi, c'est une réussite parce que je considère que c'est vraiment une leçon de cinéma. Je trouve qu'il y a une mise en scène époustouflante par l'image, le cadrage, la lumière, les bruits, qu'ils soient synchrones ou off. La musique, le montage, franchement, voilà, quand on s'intéresse au cinéma, faut voir un film comme celui-là. Alors évidemment, l'histoire aussi est intéressante, parce qu'elle est appuyée sur des faits réels. Notamment, vous le savez, les nazis, qui au moment de la débâcle, en 1944, ils veulent quitter Paris, mais ils veulent emporter toutes les peintures qui sont dans le musée du jeu de paume. Et le travail de résistance, c'est un film qui raconte ce travail de résistance énorme qui a mobilisé plus de 100 cheminots pour éviter ce vol, stopper le train qui allait vers l'Allemagne, arrêter le convoi. Et c'est vrai que c'est un acte de résistance qui a entraîné beaucoup de morts, évidemment qu'il faut saluer puisque c'est quand même un acte très héroïque. Donc, il faut savoir que le film commence comme ça. Il y a une dédicace pour les cheminots au début du film. Mais
Bien sûr, ça, c'est exact, c'est dans le film. Mais pour ma part, je trouve qu'au fond, le réalisateur a mis surtout l'accent sur les œuvres d'art elles-mêmes, qui sont dites comme étant, je cite, la fierté nationale. C'est dit à plusieurs reprises dans le film. Et je pense que la réalisation de Frankenheimer met en valeur, justement, ces toiles qui appartiennent à l'identité française. Notamment, prenons à la fin. Moi, je me base sur les images. L'histoire, elle existe, mais voyons la réalisation. À la fin, on revoit ces énormes caisses qu'on avait vues au début, dans lesquelles on a mis les toiles des peintres du jeu de paume, qui ont été encaissés, entassés, si je puis dire, dans ces caisses. Et on retrouve ces énormes blocs, donc ces énormes caisses à la fin du film, au début et à la fin. C'est-à-dire que c'est quand même ces blocs de toile, si je puis dire, qui ouvrent et ferment le film. Et donc, on voit quand sont mis les noms sur ces caisses, vous avez Braque, Renoir, Degas, Dufy, Lautrec, Picasso, Gauguin, etc., etc. Inutile de vous dire qu'on est quand même dans le top du top. Et donc, je le disais, si ces caisses ouvrent le début du film, puisque c'est là qu'on entrepose, que les Allemands entreposent les toiles qu'ils veulent piller, à la fin aussi, il y a des gros plans sur des caisses. C'est assez remarquable parce que c'est plein de simplicité et le dernier plan a beaucoup de sens. Labiche, qui est donc un cheminot joué par Burt Lancaster, il est filmé dans un plan général très large et on le voit, il s'éloigne de nous, il part vers l'avenir, il part vers l'ailleurs, il est de dos sur la route. Il est filmé comme le plan est très large et en légère plongée, il est minuscule, et en parallèle à la route, vous avez le chemin de fer avec, effectivement, le train qui a déraillé, les boîtes pleines de toiles qui sont au sol, et il y a aussi, et ça change tout, des otages que les Allemands avaient pris et qu'ils ont tués en quittant le train. Au fond, ce qui est sauvé, ce qui est le plus important dans le choix des plans, ce sont les œuvres d'art. Ça veut dire que le patrimoine culturel, qui est l'identité de la France, est sauvé. L'image est magnifique aussi de tout le film. Ce noir et blanc apporte de la force à ce film. Et les cadrages, dont je vais vous parler tout de suite, apportent de la densité au film. Alors, Frankenheimer, dans ce film, il utilise l'espace aussi bien dans sa largeur que dans sa profondeur. Et je trouve que c'est ce qui m'a le plus frappé. C'est certainement ce qui est le plus frappant dans les cadrages, c'est cette utilisation de la profondeur. C'est-à-dire avec plusieurs plans qui se succèdent, avec évidemment focale courte, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Alors, et notamment, on le voit dès le début du film. Analysons tout simplement le début du film. On a d'abord un plan rapproché sur une plaque qui indique « Musée du jeu de paume ». Ben oui, évidemment, c'est l'enjeu. Très présent, et ça n'est pas anecdotique. Donc on commence par ça. C'est le jeu de paume. C'est pour vous dire que quand même, on est dans la culture française qui a été sauvée par les cheminots. Je crois que c'est le film dit ça aussi. Bon. Donc, gros plan, plan rapproché, on va dire. Puis, léger panneau qui montre le bâtiment en premier plan et qui s'arrête avec un plan bien cadré, mais en premier plan, face à nous, 2 soldats allemands qui ont une mitrailleuse en main. Ils gardent, ils surveillent. Et à ce moment-là, toujours dans ce plan que vous voyez, vous vous imaginez très bien, donc premier plan en amorce, c'est ce qu'on appelle en amorce, les 2 Allemands, et derrière eux, un bruit, un tintamarre incroyable, ça vient du 2e plan, voire du 3e plan, arrive au bout de la rue, avant même que le convoi soit visible, on entend des bruits tonitruants, vous savez, de motos, d'autos, d'ordres sternutatoires, comme savaient faire les Allemands, etc., etc., qui d'ailleurs font que les 2 Allemands au premier plan se retournent. Et dans un même plan, vous avez en profondeur 2 scènes, et c'est fréquent dans le film de Frankenheimer. Et donc, il se trouve que dans le 2e plan, c'est, quand on regarde, d'ailleurs les Allemands font comme s'ils ne savaient pas, entre dans le jeu de paume, dans le musée du jeu de paume, un colonel. Bien. Et alors donc, dès qu'il est entré, monté cut, nous avons son entrée, mais nous sommes à l'intérieur du musée. Et là, après cet extérieur, avec cette arrivée brutale, il entre dans le musée, et là, le silence s'impose. Il entre dans ce musée comme dans un sanctuaire. Un silence total de recueillement, et il est cadré dans l'encadrement de la porte. Il est planté sur ses 2 pieds au centre de l'image. C'est vraiment « je suis le seigneur du château, je suis là chez moi ». Il éclaire des toiles devant lesquelles il va s'approcher et il reste muet.
il y a un chant contre chant, il y a comme un dialogue muet entre la peinture et lui. Il est admiratif, déférent. Alors bon, les toiles qui sont représentées, il y a un Picasso, un Manet, un Gauguin. Et à un moment, il est dérangé par quelqu'un qui vient s'interposer. C'est la conservatrice du musée, qui est jouée par Suzanne Flon. Et ça, il faut le remarquer, c'est là qu'il y a une intelligence dans la réalisation. On l'aperçoit, elle est d'abord dans l'ombre. C'est une femme de l'ombre. Et c'est elle qui éclaire la totalité du musée. C'est intéressant, parce que c'est cette femme de l'ombre, cette conservatrice du musée, qui va entraîner tout ce mouvement auprès des cheminots pour qu'ils arrêtent ce convoi de ces œuvres pillées par les nazis. Il est difficile de dire avec exactitude si le colonel allemand von Waldheim, je crois, aime les œuvres d'art. Mais moi je dirais oui, parce que si l'on en juge par cette réalisation au démarrage où on le voit en osmose et en communion avec les œuvres d'art, voilà, il a aucun dans son œil, c'est plutôt de l'admiration plus que du mépris. Mais en revanche, il parle à la conservatrice en disant, il parle d'art dégénéré. L'art dégénéré, c'est ce que disait Hitler à propos de toutes ces toiles, de tout l'art, évidemment. Je pense qu'effectivement, il ne peut pas être en désaccord, d'ailleurs il le dit, avec la pensée nazie. Il est nazi. Il l'est peut-être pas, mais il doit l'être. En tout cas, les Allemands avaient du mal à ne pas l'être à l'époque. C'était extrêmement dangereux aussi pour eux. Bon, donc, il ne peut pas aller contre cette pensée nazie, donc il parle d'art dégénéré, et il fait comprendre à la conservatrice que s'il aime ces toiles, c'est surtout pour la valeur marchande qu'elles représentent. Ce qui n'est pas complètement vrai, évidemment. On peut en douter. Bon, et c'est vrai que toute cette histoire, elle est intéressante, parce que c'est vraiment une histoire réelle. D'ailleurs, cette histoire a été racontée justement par la conservatrice du musée du Jeu de Paume, qui s'appelait Rose Valland, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Front de l'art, et qui d'ailleurs est joué par Suzanne Flon. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de trucage. Quand il y a des collisions de trains, eh bien ce sont des collisions de trains. Les lieux sont réels. Et il faut reconnaître aussi que la machine, les locomotives sont filmées magnifiquement. Ce sont des personnages. Et d'ailleurs, ça ne nous rappelle pas, je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, en tout cas, on ne peut pas ne pas y penser, ça nous rappelle évidemment un des premiers films qui a commencé dans le cinéma français avec les Frères Lumière, le train entrant dans la gare de La Ciotat. Voilà, je ne sais pas, donc je le répète, peut-être un clin d'œil, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a des plans en contre-plongée parce que Frankenheimer sait placer sa caméra. Vous avez des caméras qui sont quelquefois au sol, donc avec des vues en contre-plongée qui magnifient les personnages, ou en contre-plongée, des montages qui sont accompagnés par la musique formidable de Maurice Jarre. C'est une musique qui ajoute au mouvement parce qu'elle a des temps saccadés comme une machine une locomotive en marche, quoi. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça qui est tout à fait intéressant, qui remplit l'espace sonore. Et dans tous les sens du terme, Frankenheimer joue dans l'espace. Il joue aussi du temps évidemment, parce qu'il y a des urgences. Et notamment, il ajoute des gros plans sur des horloges ou des montres, et tout ça apporte du suspense, c'est-à-dire qu'on doit faire vite avant que le train soit torpillé, avant que le train n'arrive en Allemagne, etc., etc. Donc, voilà, on est en plein dans le cinéma, l'espace, le temps, on y est, voilà. Et donc, le fait d'avoir allongé, si je puis dire, la profondeur de champ, je trouve que ça donne au rapt de ces toiles encore plus d'ampleur. Parce que notamment quand on est dans le musée et qu'on voit tous ces gens qui arrivent, tous ces Allemands, qui sont là à récupérer les toiles, machin, je veux dire, c'est comme une fourmilière. Je trouve que ça apporte, oui, beaucoup plus d'ampleur et plus de stress aussi, ou de stupeur. Notamment, il y a un plan pour vous expliquer comment on peut utiliser un plan et que tout d'un coup ça donne un sens supplémentaire. Il se trouve que il y a Papa Boule qui est joué par Michel Simon, formidable, vous voyez la gueule qu'il a, il est extra, il est cheminot, c'est lui qui est le mécanicien et c'est à lui qu'on a demandé d'amener le train en Allemagne. Inutile de vous dire qu'il n'est pas complètement d'accord, d'autant plus quand on lui parle des toiles qui sont à l'intérieur du wagon. Il a dit « Ah mais moi j'ai connu une jeune femme qui posait pour Renoir, elle sentait la peinture. » Bon, voilà, donc ça c'est le côté un peu humoristique et qui va très bien à Michel Simon, bien évidemment. Et donc là, Papa Boule, il se trouve que donc, pour que le train s'arrête et ne puisse plus avancer, il a saboté.
Il a saboté en mettant une pièce dans l'arrivée d'huile. Enfin, alors là, je m'y connais pas, je ne sais pas. Bon, enfin bref, il a saboté et on découvre, les Allemands, le colonel notamment et son collègue, découvrent qu'il a saboté. Donc là, il n'y a pas de quartier. À l'époque, ça se faisait comme ça. Vous mettez un sabotage, on va vous tuer. Donc, on met Papa Boule contre le mur. Et là, à ce moment-là, c'est là où je voulais en venir. Le plan, vous avez donc Labiche, donc joué par Burt Lancaster, qui vient parler au colonel. Il est donc en premier plan, il est face à nous, le colonel est en légère amorce de dos, et donc Burt Lancaster est donc face au colonel, donc face à nous, face à l'image, et il essaie d'expliquer, mais non, mais c'est un vieil homme, vous pouvez pas faire ça, vous n'allez pas le flinguer, etc. Et dans l'axe, complètement dans l'axe, derrière lui, nous le voyons, lui ne le voit pas puisqu'il nous regarde, mais en revanche, nous le voyons, on ne voit pas encore Papa Boule, mais on voit l'équipe avec leurs fusils qui ils vont flinguer. Et dans l'axe toujours, alors que il essaie toujours, Labiche était toujours de défendre son copain, tout d'un coup on entend une déflagration et à ce moment-là, dans l'axe, on voit tout d'un coup Papa Boule qui s'écroule au sol. C'est un plan, vous voyez, ça, il y a qu'un seul plan, il n'y a pas de gros plan, on n'a pas fait des inserts, machin. Ça vous coupe le souffle, quoi. Vous voyez, il y a une émotion qui se dégage de ce plan. Ça, c'est assez formidable. Voilà. Alors, évidemment, sabotage et leurre vont se multiplier, avec d'ailleurs des astuces incroyables. Moi, alors ça, je le savais pas. Je sais qu'on peignait des toiles quelquefois et qu'on les appliquait sur des hectares de sol pour faire croire aux avions qu'ils étaient dans un endroit alors qu'ils étaient ailleurs. Mais ça, j'avais jamais vu ça et jamais entendu parler de ça. Quand ils arrivent, parce qu'ils vont faire en sorte que le train, au lieu d'aller en Allemagne, rebrousse-poil, refasse demi-tour. Et donc, on met des pancartes c'est pour ça qu'il fallait évidemment que les cheminots soient tous d'accord. On met des pancartes sur les panneaux qui annoncent les villes, qui sont différents. Pour que, à chaque fois, parce qu'il y a des Allemands dans le train, comme ça, ils voient, ils disent, bon, alors ils suivent sur la carte, ben oui, ça a l'air d'aller, on est bien vers l'Allemagne. Et en effet, quand on arrive en Allemagne, alors qu'on devrait être en Allemagne, on est encore à Vitry-le-François. Voilà. Ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Ça, c'est bien. Parce que là, on voit qu'il y a une solidarité énorme, quoi. Je crois qu'il faut d'autant plus en parler que je suis pas sûr du tout qu'aujourd'hui, on puisse faire les mêmes choses. Mais enfin bon, ça, on va fermer la parenthèse très vite, hein, c'est pas la peine. Parlons de cinéma, c'est beaucoup plus intéressant. Et ce que je trouve aussi, c'est Frankenheimer a très bien montré cette occupation allemande. C'est violent, quoi. Parce que notamment, on voit Labiche, ou même avant, dans son décès, évidemment, Papa Boule, qui traverse tout d'un coup plusieurs voies ferrées pour arriver soit dans un bistrot, enfin, soit peu importe, dans leur bureau. Et là, ils traversent que des Allemands. Voilà, ils sont seuls contre tous. On peut dire qu'ils sont seuls contre tous. Voilà, et donc ils sont seuls contre une armée, et d'autant plus belliqueuse que nous sommes en 44, ils sont en train de perdre la bataille, et ça leur va pas du tout, quoi. Donc ils se sentent très mal, évidemment. Alors, il y a aussi des sabotages très astucieux. Notamment, il y a un Allemand qui est pas content parce qu'on a mis les aiguillages d'un côté, mais ils se sont trompés. Enfin, ils l'ont fait exprès, évidemment. Donc, il s'énerve un peu et il jette sa pipe. Eh bien, Labiche en profite pour faire croire que après, quand la dérivation, enfin l'aiguillage ne marche pas, c'est parce que c'est coincé. Et c'est coincé par quoi? Par la pipe, voilà. Donc là, inutile de vous dire que l'Allemand, il est comme un couillon, quoi. Il se dit, oups, bon, il dit rien parce que vous avez toujours le chef supérieur qui a remarqué que c'était la pipe de l'Allemand qui a fait bloquer le train. Enfin bon, voilà, je passe sur les détails, mais vous imaginez évidemment la suite. Donc c'est un film d'action avec, il y a aussi du suspense, notamment les Français ont pris en main une locomotive et ils veulent faire avancer la locomotive. Et pour aller faire, là encore, je raconte pas toute l'histoire, mais enfin bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, vous avez un avion allemand qui vient survoler la locomotive pour tuer les Français qui sont à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a je vous parlais du temps. Ben oui, du temps et de l'espace, parce qu'on voit
point de vue de l'avion, donc d'en haut, plongé, mais en même temps, point de vue aussi des cheminots qui sont à l'intérieur du train. Ils accélèrent, ils continuent, ils mettent de plus en plus de charbon là pour que la locomotive filoche. Et tout ça parce qu'au bout du train, au bout du bout, l'objectif, c'est un tunnel. Ils veulent absolument aller se mettre sous le tunnel. Et donc, voilà, il y a en même temps la musique qui démarre et donc, on se demande si ça va arriver. Donc, il y a un suspense formidable. Et ouf, ils arrivent dans le tunnel. Donc, l'avion, on l'entend au niveau du son, ambiance sonore off, qui s'échappe. Et à ce moment-là, ça, je trouve que c'est peu de choses, mais c'est très important. Vous avez un des deux cheminots, qui s'appelle Pesquet, je crois, enfin l'adjoint de la biche, qui tire la sirène, mais alors violemment, comme ça, c'est génial, parce que c'est, si vous voulez, c'est son cri. C'est à la fois un cri de rage et de joie, quoi. On a gagné et en même temps, merdoum, quoi. Voilà. Donc, c'est formidable. Vous voyez, on y croit, on y joue, c'est profondément humain. Voilà. Donc, c'est du vrai cinéma. Ce qui va aussi, motiver les cheminots à continuer le combat pour cette mission, sauver, donc je répète, c'est l'étoile du jeu de paume, c'est sûrement aussi pour les premiers morts, comme notamment Papa Boule, parce que Papa Boule, lui, il était d'accord pour qu'on sauve voilà. Et donc, il y a aussi, pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour les autres, ils se battent contre les Allemands. Voilà. Donc, le tout fait qu'ils avancent et qu'ils résistent. Je trouve aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai juste parlé de La Conservatrice, bien que ce soit évidemment un film d'homme, ça incontestablement, je trouve que quand même, il y a deux femmes qui sont omniprésentes, donc d'abord la conservatrice du musée du jeu de paume, et puis un autre personnage qui tient une cafétéria, enfin dans une gare, et qui est résistante à sa façon, c'est Jeanne Moreau, formidable, qui va sauver d'ailleurs à un moment Burt Lancaster, très beau dialogue entre ces deux comédiens, et donc c'est des femmes fortes, voilà. Donc voilà, on n'a pas besoin de mettre un sous-titre en disant les femmes sont formidables, elles le sont quand elles le sont, et oui, voilà, on n'a pas besoin de sous-titres. Bon, donc il faut reconnaître que si ce fait de résistance est tout à fait grandiose, parce que leurrer de la sorte les Allemands sur le parcours emprunté par le train, c'est quand même, ça paraît extravagant, et ça a eu lieu, évidemment. Donc c'est aussi, je le disais, un film d'action avec des carambolages entre les machines qui déraillent. Il y a aussi des actes de résistance remarquables qui s'imposent de plus en plus alors que le film avance. Jusqu'à, notamment, ils vont même peindre le dessus des wagons parce qu'il y a des avions mais des alliés qui doivent pilonner des convois allemands. Et donc, on dit surtout, il faut absolument protéger les wagons où il y a l'étoile. Donc, dans la nuit, ils se précipitent et ils vont peindre le toit des wagons, quoi. Je veux dire, c'est un truc incroyable, quoi. Voilà. Et donc, parce qu'ils disent toujours, et on s'aperçoit que même Labiche, qui au démarrage était pas très chaud pour faire ce genre de truc, lui, il a dit, bah non, on n'a qu'à tout faire sauter, et puis comme ça n'ira pas en Allemagne. Il finit par dire, même à la fin, il est le premier à dire, avec fierté, on transporte des toiles, c'est la fierté de la France. Voilà. Donc, et d'ailleurs, même tout seul, alors qu'il y en a beaucoup qui sont morts, il continue, il va démolir des rails, voilà, avec d'ailleurs un montage alterné, formidable, parce que il est là tout seul à vouloir démonter ces rails pour que le train déraille et la locomotive arrive. Donc on a un montage alterné qui ajoute aussi au suspense. Et je trouve aussi ce qui est intéressant chez Frankenheimer, c'est qu'il n'a pas essayé de nous montrer un Burt Lancaster, le héros, vous savez, qui irrationnel, qui non, c'est un homme qui souffre. En plus de ça, il boite. Alors ça, c'est formidable. Il boite. Bon, évidemment, c'est parce qu'on lui a fait, à un moment, il a reçu, soi-disant, une balle. Mais en réalité, il paraît que pour la petite histoire, il avait été joué pour se détendre au golf et il s'était fait une entorse. Bon, bref, c'est drôle, mais en même temps, c'est formidable parce qu'il faut utiliser, évidemment, tout est possible. Donc c'est ça. Donc Burt Lancaster, c'est un colosse, mais en même temps épuisé, quoi. Voilà. Et dans sa tête, alors là, ça c'est intéressant. Le dernier face-à-face avant que le film se termine, on va dire. Eh bien, le train a été arrêté. Et le colonel allemand n'a pas voulu partir. Il veut rester près de ses toiles. Il croit toujours qu'il va pouvoir sauver ses toiles et les amener en Allemagne. Et donc, il se retrouve en tête-à-tête avec Burt Lancaster. Le colonel allemand, extrêmement arrogant, qui n'aime pas du tout perdre et avoir perdu,
il méprise, il essaie d'humilier la biche en lui disant « Vous n'êtes rien, la biche. Les toiles sont à moi, elles reviennent à un homme comme moi. » Ça veut dire un type intelligent, intellectuellement, etc., etc., ce qui n'est pas du tout le cas de Burt Lancaster, au fond, qui n'est qu'un petit cheminot dans les yeux du colonel allemand. Et donc, à ce moment-là, le colonel ajoute quand même quelque chose parce qu'il s'interroge, il se tourne vers la biche, Burt Lancaster, et lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a poussé à agir ?» Et là, la réponse est intéressante parce que justement, c'est un silence. Et la biche, il se retourne simplement et il voit au sol peut-être les boîtes qui ont été sorties du train, mais surtout tous les otages morts, fusillés par les Allemands. Et donc, à ce moment-là, après avoir tourné la tête vers les morts, il se retourne vers le colonel et il envoie une déflagration. Il tue le colonel qui tombe. Il tombe au milieu des énormes des caisses, avec les toiles, avec les œuvres d'art. Et on s'aperçoit au fond, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'art qui est gagnant. C'est l'art qui a survécu. Donc, je trouve que c'est vraiment un film assez grandiose, oui, qu'il faut avoir vu, incontestablement, et qu'il faut montrer à tout le monde pour toutes ces raisons que je vous ai indiquées. On va écouter tout de suite la bande-annonce. Paris, 2 août 1944, 1511e jour de l'occupation allemande. Devant l'avance allié, les seigneurs de la guerre, comme ils s'étaient baptisés eux-mêmes, préparent leur retraite, qui va très vite devenir une fuite, puis une déroute. Au milieu de tant d'événements extraordinaires, au cours de ce conflit gigantesque, un autre conflit va naître. Un problème personnel va se poser entre deux hommes qui, peu à peu, vont finir par s'opposer seul à seul, face à face. Deux hommes qui symbolisent les deux idéologies en présence. L'un, l'occupant, la force brutale, le nazisme. L'autre, l'occupé, le soi-disant faible. La résistance. Quel est donc l'enjeu de ce conflit si grave qu'il leur fait oublier tout, même la guerre? Des richesses inestimables, des otages, des armes secrètes, des prisonniers de marque? Non, un train. Et oui, un train qui devait parvenir en Allemagne à tout prix. Un train tellement précieux que pour lui, les Allemands vont craquer. Fusillés. Tués. Et pour lui, les résistants vont mourir. Le train arrivera-t-il ? Voilà, écoutez, c'est une bande-annonce incroyable, ça vous raconte tout, c'est le film, quoi, finalement. Bon, écoutez, cette émission, Le Train, donc, de John Frankenheimer, excellent film, évidemment, à voir et à revoir, et à voir sur sa vidéothèque, de façon à pouvoir le revoir, justement, quand on aime le cinéma. Bref, je voudrais quand même juste, avant de vous dire au revoir, dire aussi un petit au revoir à Bertrand Tavernier, parce que je n'étais pas une fan de tous ses films, mais c'est un personnage qui va vraiment nous manquer parce que c'était un homme, un humain avec une grande culture, une grande ouverture d'esprit, qui aimait les films, non pas parce que c'était la mode, mais parce que justement il y voyait des qualités. Il a ressorti un peu dans son dernier documentaire des films d'avant la Nouvelle Vague que ces gens de la Nouvelle Vague avaient enterrés. Et donc, il adorait la musique, il adorait le jazz. Et donc, voilà, je voulais lui faire un petit salut. Et d'ailleurs, si vous écoutez les matinales, tous les matins, enfin pas tous les matins, mais pendant 5 jours au moins, je parlerai des films et de Tavernier. Salut.